Mes parents ont vendu ma maison au bord du lac pour financer le mariage de ma sœur, à 150 000 € sans même m'en parler. Ils ont ri en disant « Merci pour le cadeau de mariage ». J'ai simplement souri, puis je leur ai dit de vérifier leur courrier. Leur sourire s'est figé net en découvrant ce qu'ils venaient de recevoir. Je m'appelle Audrey Dubois, j'ai 34 ans. Avant de continuer mon histoire, faites-moi savoir d'où vous regardez dans les commentaires. Appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous si vous voulez entendre d'autres histoires sur la façon de se dresser contre la trahison familiale. Mon grand-père Gaston était la seule personne de ma famille qui semblait vraiment me voir. Pendant que mes parents étaient constamment distraits par les exigences et les drames de Camille, papy Gaston m'emmenait pêcher, m'apprenait à réparer des choses et me racontait des histoires de son enfance. C'était un charpentier autodidacte qui avait construit sa villa au bord du lac de ses propres mains dans les années 1970, et j'y ai passé tous mes étés, de 5 ans jusqu'à mon départ pour l'université. La villa au bord du lac était située sur 3 hectares de propriété riveraine sur le lac d'Argent, en Savoie. Elle n'était pas luxueuse selon les normes modernes, une cabane rustique de 3 chambres avec une immense cheminée en pierre, des poutres en bois et des fenêtres qui s'ouvraient sur une vue panoramique de l'eau. Le ponton s'étendait sur 6 mètres dans le lac, et j'ai passé d'innombrables heures assises au bord, les pieds trempant dans l'eau fraîche. La remise à bateau abritait le vieux bateau de pêche de papy Gaston et le canoë qu'il m'avait appris à manier quand j'avais seulement 7 ans. Chaque coin de cette propriété renfermait des souvenirs qui ont défini mon enfance. Lorsque papy Gaston est décédé il y a 6 ans, tout le monde a supposé que la villa au bord du lac serait partagée entre tous les petits-enfants ou vendue pour distribuer les bénéfices. Mais dans son testament, il l'avait spécifiquement laissée à moi. Je me souviens encore du moment où son notaire a lu ces mots, à ma petite fille Audrey, qui apprécie la valeur du travail acharné et de la solitude, je lègue ma villa au bord du lac et tout son contenu, dans l'espoir qu'elle y trouvera la même paix que moi. Le regard sur le visage de mes parents était celui d'un choc sincère. Ma mère s'est vite remise, affichant un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. C'est merveilleux, Audrey. Tu as toujours été la préférée de Gaston. Les mots étaient félicitations, mais le ton suggérait que j'avais d'une manière ou d'une autre triché. Mon père semblait simplement déçu, calculant probablement le manque à gagner potentiel d'une vente. Camille, qui avait 27 ans à l'époque, n'a fait aucun effort pour cacher ses sentiments. Mais cette propriété vaut une fortune maintenant. Pourquoi la laisserait-elle toute à Audrey? J'y ai passé autant de temps qu'elle. C'était catégoriquement faux. Camille avait toujours trouvé la villa au bord du lac ennuyeuse après un jour ou deux, préférant retourner à la civilisation où elle pouvait faire du shopping et socialiser. Ce moment n'était qu'un exemple d'un schéma de toute une vie. Dès l'enfance, notre famille a fonctionné avec Camille comme le soleil et le reste d'entre nous comme des planètes sur son orbite. Elle était la jolie, la sociale, celle qui avait besoin des choses. J'étais la responsable, l'autonome, celle qui devait comprendre lorsque les ressources allaient à Camille à la place. Quand Camille voulait des cours de danse, mes parents trouvaient l'argent. Quand je voulais assister à un camp d'architecture d'été, on me disait d'économiser mon argent de babysitting. Quand Camille a accidenté sa première voiture 3 mois après avoir eu son permis, mes parents l'ont remplacé. Quand j'ai eu besoin de livres pour l'université, j'ai travaillé 2 jobs pour les payer. Malgré ce déséquilibre, j'ai réussi à construire une carrière réussie en tant qu'architecte. J'ai financé mes études, obtenu des stages grâce au travail acharné plutôt qu'à des relations, et je possède maintenant un petit cabinet respecté spécialisé dans la conception résidentielle durable. Mes parents ont reconnu mon succès avec une légère surprise, comme s'ils ne s'attendaient pas à ce que j'accomplisse quoi que ce soit sans leur aide. Camille, quant à elle, a rebondi d'un emploi à l'autre, trouvant toujours des raisons pour lesquelles chaque poste était en dessous d'elle ou ne reconnaissait pas ses talents. Elle a brièvement travaillé dans une boutique, un bureau immobilier, et plus récemment comme coordinatrice des médias sociaux pour une entreprise locale. Aucun n'a duré plus de 6 mois. Tout au long de ses 20 ans, mes parents ont subventionné son loyer, payé ses cartes de crédit à plusieurs reprises et n'ont jamais remis en question ses choix. Quand Camille a rencontré Julien il y a 3 ans, mes parents étaient ravis. Julien venait d'une famille aisée, travaillait dans la société d'investissement de son père et semblait capable de maintenir le style de vie que Camille estimait mériter. Ce qu'il n'avait pas remarqué ou avait choisi d'ignorer, c'est que Julien partageait la tendance de Camille à l'irresponsabilité financière. Il conduisait des voitures coûteuses, portait des vêtements de créateur et emmenait Camille en vacances somptueuses, mais vivait dans un appartement qu'il pouvait à peine payer et avait des dettes importantes. Quand ils ont annoncé leur fiançailles l'année dernière,
Camille a immédiatement commencé à planifier ce qu'elle appelait son mariage de rêve. Les discussions initiales impliquaient des lieux et des listes d'invités raisonnables, mais en quelques semaines, sa vision s'est considérablement élargie. La liste des invités est passée de 100 à 300 personnes. Le club de golf local a été remplacé par un complexe exclusif. La simple robe blanche est devenue une robe de créateur sur mesure. J'étais sincèrement heureuse pour ma sœur et j'ai proposé d'aider à la planification. J'ai même suggéré que la villa au bord du lac pourrait être un magnifique lieu pour le dîner de répétition ou peut-être un endroit pour les photos avant le mariage. Camille semblait mal à l'aise avec ses suggestions, changeant rapidement de sujet à chaque fois. J'ai attribué cela à son désir d'environnement plus glamour, n'imaginant jamais la vérité. Au fur et à mesure que la planification du mariage progressait, mes parents semblaient de plus en plus stressés lors des dîners de famille. Mon père, normalement rapide à se vanter de ses succès professionnels, est devenu vague lorsqu'on lui demandait comment se passait le travail. Ma mère a développé une nouvelle habitude de consulter son téléphone dès que des sujets financiers surgissaient. Lorsque j'ai demandé directement s'ils étaient préoccupés par les coûts du mariage, mon père a rejeté la question avec une gaieté forcée. « Ta sœur ne se marie qu'une fois », a-t-il dit. Bien que nous sachions tous que c'était statistiquement peu probable étant donné l'historique des relations brèves et intenses de Camille. Nous voulons que sa journée soit parfaite. J'ai proposé de contribuer quelques milliers d'euros au mariage, même si cela mettrait à rude épreuve mon propre budget. Ma mère semblait presque prête à accepter avant que mon père n'interrompe. C'est très généreux, Audrey, mais pas nécessaire. Nous gérons la situation. Rétrospectivement, les signes étaient là. Je n'ai tout simplement pas imaginé jusqu'où mes parents iraient pour maintenir la dynamique familiale qui avait défini nos vies pendant des décennies. 6 mois avant le mariage, les indices subtils que quelque chose n'allait pas sont devenus impossibles à ignorer. Le fil Instagram de Camille s'est transformé en une vitrine d'extravagance. Il y a eu la révélation de sa robe, qu'elle avait mentionné avoir été fabriquée à la main en France. Il y a eu des photos d'échantillons de son photographe choisi, qui, j'ai appris plus tard, facturait 15 000 € pour un forfait mariage. Il y a eu des mises à jour hebdomadaires sur les arrangements floraux, les invitations personnalisées et tout ce qui était monogrammé. Lors d'un dîner du dimanche chez mes parents, j'ai mentionné en passant que je prévoyais de passer un long week-end à la villa au bord du lac pour faire quelques travaux d'entretien et vérifier la propriété. « Oh, tu n'as pas besoin de t'en soucier », a dit ma mère rapidement. « Ton père a embauché quelqu'un pour s'occuper des choses. » C'était une nouvelle pour moi. Vraiment? Avec qui? J'ai travaillé avec Yves Martin pendant des années. Juste quelqu'un de nouveau, a répondu mon père, soudainement très intéressé par sa purée de pommes de terre. Yves a pris sa retraite. C'était étrange, car j'avais parlé à Yves seulement 2 mois plus tôt et il n'avait mentionné aucun projet de retraite. J'ai pris note mentalement de l'appeler le lendemain. Quand j'ai essayé, son numéro allait directement à la messagerie vocale. J'ai essayé à nouveau plus tard dans la semaine avec le même résultat. Je me suis dit qu'il était probablement juste occupé, mais quelque chose n'allait pas. À peu près à la même époque, j'ai remarqué que mes parents avaient retiré plusieurs photos de famille des murs de leur salon, en particulier celles qui incluaient la villa au bord du lac en arrière-plan. Quand j'ai demandé pourquoi, ma mère a prétendu qu'elles étaient en train d'être réencadrées. Puis est venue la frénésie de shopping. Camille est arrivée à un autre dîner de famille portant un bracelet en diamant que je n'avais jamais vu auparavant. Cadeau de mariage précoce de maman et papa, a-t-elle expliqué, en le faisant cliqueter à son poignet. La semaine suivante, elle a annoncé qu'elle et Julien avaient réservé une lune de miel de 3 semaines aux Maldives, séjournant dans des bungalows sur pilotis et des villas privées. La semaine d'après, elle est arrivée dans une nouvelle Audi, remplaçant sa voiture parfaitement fonctionnelle. D'où vient tout cet argent? Ai-je demandé à mon amie Sophie autour d'un café. Le mariage de Camille s'est transformé en quelque chose sorti d'un magazine de célébrités, et maintenant il y a aussi tous ces cadeaux coûteux. Peut-être que la famille de Julien contribue, a suggéré Sophie. Tu n'as pas dit qu'ils avaient de l'argent? La théorie était logique jusqu'à ce que je croise Julien dans un restaurant local où je récupérais à emporter. Il dînait avec un collègue et je me suis arrêté brièvement pour dire bonjour. Audrey, juste la personne que je voulais voir, a-t-il dit, en me donnant une étreinte inattendue. Je n'ai pas eu l'occasion de vous remercier correctement. Me remercier pourquoi? Pour votre contribution incroyablement généreuse au mariage, a-t-il dit.
Camille m'a dit à quel point cela lui tenait à cœur d'avoir votre soutien. Je suis restée là, complètement confuse. Ma contribution? Julien a soudainement semblé mal à l'aise, réalisant qu'il avait peut-être parlé trop tôt. Tu sais quoi? Je crois que j'ai mal compris quelque chose, a dit Camille. Laisse tomber. Je suis parti avec mon plat à emporter et un sentiment croissant de malaise. L'incident étrange suivant s'est produit lorsque j'ai reçu un appel de Madame Moreau, dont la propriété bordait la villa au bord du lac du côté nord. Audrey, ma chère, je voulais prendre de vos nouvelles concernant la vente. Venez-vous toujours nous rendre visite de temps en temps? Vous nous manquerez. Mon cœur a commencé à battre la chamade. Madame Moreau, de quelle vente parlez-vous? Il y a eu une longue pause. Oh là là. Je pense que j'ai parlé trop tôt. Peut-être que vous devriez parler à vos parents. J'ai insisté pour avoir plus d'informations, mais Madame Moreau s'est soudainement souvenue d'un rendez-vous et a mis fin à l'appel. J'ai immédiatement essayé d'appeler la ligne fixe de la villa au bord du lac, ce que je faisais rarement car j'arrivais habituellement sans prévenir. Le numéro n'était plus en service. J'ai vérifié mes relevés bancaires en ligne et j'ai remarqué autre chose d'inquiétant. Il y avait eu 3 tentatives infructueuses d'accéder à mon compte d'épargne principal, tout utilisant un mot de passe incorrect. Les tentatives provenaient d'une adresse IP que je ne reconnaissais pas. À ce stade, je ne pouvais plus ignorer les preuves accumulées. Quelque chose se passait avec la villa au bord du lac, et mes parents étaient délibérément trompeurs. J'ai décidé de prendre un jour de congé du travail et de monter pour voir la propriété par moi-même. Les 3 heures de route de Paris à la Savoie m'ont donné amplement le temps de réfléchir aux possibilités. Peut-être que mes parents avaient loué la villa au bord du lac pour aider à payer le mariage, bien qu'il n'ait aucun droit légal de le faire. Peut-être s'était-il endetté d'une manière ou d'une autre, bien qu'encore une fois, il n'ait aucune autorité. Le pire scénario semblait trop horrible à envisager. J'ai essayé de me rassurer. Mon nom était sur l'acte. Les impôts fonciers étaient prélevés automatiquement sur mon compte. Le testament de Papy Gaston avait été très clair. Quoi qu'il se passe, me suis-je dit, cela pouvait être réparé. En tournant sur le chemin familier en gravier menant à la villa au bord du lac, j'ai remarqué de nouvelles traces de pneus qui avaient creusé des ornières plus profondes que d'habitude. La vieille enseigne en bois, le refuge des bois, qui pendait à l'entrée depuis des décennies avait disparu. Puis j'ai vu le camion de déménagement. Ma première pensée, bizarrement, a été que quelqu'un livrait des meubles. Peut-être que mes parents avaient décidé de me surprendre avec de nouvelles pièces pour la villa au bord du lac, bien que cela aurait été complètement hors de leur caractère. Mais en m'approchant, j'ai vu des gens sortir des choses de la maison, pas y entrer. Un couple d'âge moyen se tenait dans l'allée dirigeant les déménageurs. La femme pointait du doigt la remise à bateau tandis que l'homme vérifiait quelque chose sur une liste. Ni l'un ni l'autre n'était quelqu'un que je connaissais. J'ai garé ma voiture et je me suis approché d'eux, essayant de rester calme. Excusez-moi, que se passe-t-il ici? C'est une propriété privée, a dit la femme en se tournant vers moi avec un sourire amical. Oh, bonjour. Vous êtes du quartier? Non, c'est ma maison, ai-je dit fermement. Je suis Audrey Dubois. Cette propriété m'appartient. Le couple a échangé des regards confus. L'homme s'est avancé, tendant la main. Je suis Robert Lefebvre et voici ma femme, Isabelle. Il doit y avoir une erreur. Nous avons acheté cette propriété il y a 3 semaines. Nous avons finalisé la transaction vendredi dernier. Mes jambes ont failli lâcher sous moi. C'est impossible. Je n'ai jamais vendu cette maison. Il doit y avoir un malentendu. Robert avait maintenant l'air inquiet. Il s'est dirigé vers sa voiture et a récupéré un dossier de documents qu'il m'a tendu. Voici tous les papiers de vente. Nous l'avons acheté à Thomas et Elisabeth Dubois. Ce sont des parents à vous? Mes parents. Ils avaient vendu ma maison à mon insu et sans mon consentement. J'ai parcouru les documents avec des mains tremblantes, voyant les signatures de mes parents page après page. Puis j'ai vu quelque chose qui m'a fait froid dans le dos. Ma signature, ou plutôt une pâle imitation. Ce n'est pas ma signature, ai-je dit, ma voix à peine audible. Je n'ai pas signé ces papiers. Je n'ai jamais consenti à vendre cette propriété. Les Lefebvre avaient l'air horrifiés. Nous ne savions pas, a dit Isabelle.
La vente est passée par un agent immobilier et tout semblait légitime. Nous avons déjà vendu notre précédente maison. J'ai rendu les papiers, luttant pour garder mon sang-froid. Je suis désolé, mais je dois parler à mon avocat. Cette propriété m'a été léguée par mon grand-père. Mes parents n'avaient aucun droit de la vendre. J'ai réussi d'une manière ou d'une autre à retourner à ma voiture avant que les larmes ne viennent. Je me suis assise là, sanglotant de façon incontrôlable, fixant la maison qui était la mienne hier et qui appartenait maintenant apparemment à des étrangers. À travers le pare-brise, je pouvais voir les Lefebvre avoir une discussion animée, jetant occasionnellement des regards inquiets dans ma direction. Après m'être rassemblé suffisamment pour conduire, je me suis dirigé directement vers le bureau des hypothèques. Le greffier s'est montré sympathique lorsque j'ai expliqué la situation et m'a aidé à localiser les documents pertinents. Effectivement, il y avait un enregistrement de la vente datant de 3 semaines auparavant. La propriété avait été vendue pour 375 000 €, ce que je savais être au moins 175 000 € en dessous de la valeur du marché. La vente avait été précipitée, les acheteurs payant en espèces. Alors que je quittais le bureau des hypothèques, mon téléphone a sonné. C'était Madame Moreau. Audrey, je me suis senti mal depuis notre appel. Je pense que tu devrais savoir ce que j'ai entendu. J'étais au café il y a environ un mois quand tes parents sont entrés. Ils parlaient d'utiliser l'argent de la villa au bord du lac pour le mariage de Camille. Ton père a spécifiquement dit qu'il devait s'en occuper avant que tu ne le découvres. Je supposais que tu avais finalement accepté la vente. Je suis tellement désolé. J'ai remercié Madame Moreau pour l'information et je lui ai demandé de m'envoyer par email une déclaration écrite de ce qu'elle avait entendu, ce qu'elle a accepté de faire. Mon prochain appel a été à mon amie Sophie, qui travaillait comme avocate en droit immobilier. J'ai expliqué la situation aussi calmement que possible, bien que ma voix ait failli plusieurs fois. Ils ont falsifié ma signature, Sophie. Ils ont vendu ma maison pour payer le mariage de Camille. Mon Dieu, Audrey, ce n'est pas seulement contraire à l'éthique. C'est criminel. Falsification, fraude, vol, tout ce que tu veux. Tu veux que je te rencontre quelque part? Tu ne devrais pas être seul en ce moment. Nous avons convenu de nous rencontrer à son bureau à Lyon. Sur le chemin, j'ai reçu une notification de ma banque concernant une autre tentative d'accès à mon compte. C'était comme si apprendre pour la villa m'avait ouvert les yeux à tout un schéma de tromperie. Sophie a examiné les documents que j'avais obtenus et a confirmé mes pires craintes. C'est évident, Audrey. Tes parents n'avaient aucun droit légal de vendre la propriété. La signature falsifiée est une fraude évidente. Nous pouvons annuler la vente, bien que ce sera compliqué et prendra du temps. Les pauvres acheteurs devront être indemnisés pour leur peine. Veux-tu engager des poursuites pénales contre tes parents? La question m'a frappé comme un coup physique. Voulais-je que mes propres parents soient arrêtés? Malgré tout, la réponse était non. Je voulais justice. Je voulais récupérer ma propriété. Mais je ne voulais pas voir mes parents menotter. Je veux gérer cela avec soin, ai-je dit finalement. Le mariage de Camille est dans 3 semaines. Je ne veux pas faire exploser cette bombe avant. Sophie semblait sceptique. Tu vas les laisser se marier avec ton argent après ce qu'ils ont fait? Je me posais la même question. Une partie de moi voulait tout brûler immédiatement, appeler la police, mes parents et Camille et tout exposer. Mais une autre partie, la partie stratégique, suggérait une approche différente. Si je les confronte maintenant, ce sera le chaos. L'attention sera portée sur le sauvetage du mariage, pas sur ce qu'ils ont fait. Les émotions seront à vif, et d'une manière ou d'une autre, je serai positionné comme la méchante pour avoir ruiné la journée spéciale de Camille. Si j'attends après, il n'y aura nulle part où se cacher. Le mal est fait, littéralement et au sens figuré, a dit Sophie en hochant lentement la tête. Alors, quel est le plan? Nous documentons tout maintenant. Nous préparons tous les documents juridiques. Nous obtenons des déclarations de Madame Moreau et de toute autre personne susceptible d'avoir des informations pertinentes. Nous construisons un dossier solide. Et puis, le lendemain du mariage, nous le déployons. Froid, a dit Sophie avec une admiration réticente, mais juste. Alors que je rentrais chez moi ce soir-là, mon téléphone a vibré à plusieurs reprises avec des textos de ma mère demandant des détails sur le mariage et de Camille envoyant des photos d'arrangements floraux.
La dissonance cognitive était stupéfiante. Il continuait comme si de rien n'était, comme s'il n'avait pas commis un crime contre moi. Je n'ai répondu à aucun des messages, incertaine de pouvoir maintenir la façade de normalité. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi, alternant entre la rage, le chagrin et l'incrédulité. Au matin, une chose était claire. J'allais récupérer ma villa au bord du lac, et ma famille ne serait plus jamais la même. La fête de fiançailles était prévue au Grand Hôtel de Lyon. Camille avait initialement prévu quelque chose de plus intime dans le club de golf de nos parents, mais comme pour tout le reste, sa vision s'était considérablement élargie. J'ai envisagé de ne pas y assister, mais cela soulèverait des questions auxquelles je n'étais pas encore prête à répondre. Je suis arrivé 20 minutes en retard, en partie à cause de l'anxiété, et en partie comme une petite rébellion. La grande salle de bal de l'hôtel avait été transformée avec des milliers d'orchidées blanches, des lustres en cristal et des sculptures de glace. Un quatuor à cordes jouait dans un coin tandis que le personnel en uniforme circulait avec du champagne et des hors-d'œuvre. Camille m'a repéré immédiatement et s'est précipitée, resplendissante dans une robe blanche ornée de perles qui aurait facilement pu passer pour une robe de mariée. Audrey, enfin. J'avais peur que tu ne viennes pas. N'est-ce pas incroyable? Attends de voir le gâteau. Je l'ai serré rigidement, cherchant dans son visage tout signe de culpabilité ou de complicité. Tout ce que j'ai vu, c'est son excitation habituelle et égocentrique. C'est certainement élaboré pour une fête de fiançailles, ai-je réussi à dire. Camille a fait un geste de la main dédaigneux. Tu ne te fiances qu'une fois. Enfin, avec la bonne personne en tout cas. Elle a ri comme si ces 2 fiançailles antérieures annulées étaient des particularités charmantes plutôt que des schémas préoccupants. Où sont maman et papa? Ai-je demandé, en essayant d'avoir l'air décontracté. Près de la fontaine à champagne. Il parle avec la planificatrice de mariage pour ajouter des feux d'artifice à la réception. Tu peux croire ça? De vrais feux d'artifice. Je me suis dirigé à travers la pièce, m'arrêtant pour saluer la famille, les amis et les proches. Tout le monde parlait des plans de mariage spectaculaires, plusieurs personnes commentant la générosité de mes parents. Chaque compliment était comme un coup de poignard. J'ai finalement repéré mes parents près d'une véritable fontaine à champagne en marche, profondément en conversation avec une femme à l'allure soignée que je supposais être la planificatrice de mariage. Je me suis approché juste assez près pour entendre sans être remarqué. Le feu d'artifice ajoutera 20 000 € au budget, disait la planificatrice. Mais les photos en vaudront absolument la peine. De plus, nous avons eu une annulation au domaine, nous pouvons donc maintenant offrir l'espace jardin premium pour l'heure du cocktail moyennant un supplément de seulement 5 000 €. Mon père a hoché la tête, bien que je puisse voir la tension autour de ses yeux. Camille mérite le meilleur. Ajoutons les 2. La planificatrice de mariage a souri et s'est éloignée pour prendre des notes, et ma mère a touché le bras de mon père. Es-tu sûr, Thomas? Nous avons déjà tellement dépassé le budget. C'est bon, a-t-il dit fermement. L'argent de la maison a couvert l'essentiel. Nous pouvons mettre les extras sur la ligne de crédit. Je me suis senti physiquement malade. L'argent de la maison, mon argent de la maison. Avant que je puisse décider de les confronter immédiatement, Camille a tapoté une cuillère contre son verre et a demandé à attirer l'attention de tous. Elle et Julien se tenaient sur une petite estrade à l'avant de la pièce. Julien et moi tenons à remercier tout le monde d'être venu ce soir pour célébrer avec nous, a commencé Camille. Et nous tenons particulièrement à remercier mes parents incroyables qui rendent notre mariage de rêve possible. La foule a applaudi tandis que mes parents faisaient des signes modestes. Et un merci spécial à ma sœur Audrey, a continué Camille, me trouvant dans la foule, pour son cadeau de mariage incroyablement généreux. Nous n'aurions pas pu faire tout cela sans toi, ma sœur. Tous les regards se sont tournés vers moi. Je me suis figé, incapable de répondre alors que la pièce éclatait en applaudissements. Julien a levé son verre dans ma direction, et mes parents ont tous 2 souri largement, levant leur verre. Merci pour le cadeau de mariage, a lancé mon père sous les rires approbateurs des invités. J'ai réussi un sourire pincé et un léger hochement de tête, puis je me suis immédiatement dirigé vers les toilettes. Je me suis enfermé dans une cabine et j'ai essayé de contrôler ma respiration, qui était devenue rapide et superficielle. Il me remerciait publiquement pour un cadeau que je n'avais jamais donné, pour de l'argent volé par fraude et falsification. L'audace était à couper le souffle. Après m'être aspergé d'eau froide sur le visage,
je suis retourné à la fête. Déterminé à garder mon sang-froid. J'avais besoin de continuer à recueillir des informations, pas de créer une scène. J'ai circulé dans la foule, acceptant les félicitations pour ma générosité avec des sourires évasifs. Ma tante Patricia m'a coincé près du buffet de dessert. Audrey, ma chérie, quelle triste nouvelle concernant la vente de la villa au bord du lac. Je sais à quel point cela comptait pour toi, mais quelle sœur merveilleuse tu es de faire un tel sacrifice pour le bonheur de Camille. J'ai failli m'étouffer avec mon champagne. Qu'avez-vous entendu exactement à propos de la villa au bord du lac, tante Patricia? Juste que tu as décidé de la vendre pour aider à financer le mariage. Ta mère a mentionné que tu avais des secondes pensées, mais elle m'a assuré que tu étais revenu à l'idée. Elle a dit, tu as réalisé que tu ne l'utilisais pas assez pour justifier de la garder. Chaque mot était une nouvelle révélation du récit que mes parents avaient construit. Ce n'étaient pas seulement des voleurs. Ils travaillaient activement à contrôler l'histoire. Alors que je traversais la fête, j'ai vu des preuves de l'argent de la villa au bord du lac partout. La sculpture de glace personnalisée représentant Camille et Julien dansant avait coûté des milliers. Les cadeaux de fête étaient des flûtes à champagne en cristal monogrammé. Même les toilettes avaient été approvisionnées en articles de toilette de créateurs et en arrangements de fleurs fraîches. J'ai finalement rencontré mes parents près de la table des cadeaux. Ma mère m'a serré chaleureusement dans ses bras comme si rien ne s'était passé. Audrey, tu es magnifique ce soir. Ce bleu fait ressortir tes yeux. Merci, maman. Belle fête. Seulement le meilleur pour ta sœur, a dit mon père, en passant son bras autour de mes épaules. Nous sommes si fiers de vous deux, vous savez. Camille avec son mariage à venir et toi avec ton entreprise prospère. Je me suis demandé s'il réalisait l'ironie. Camille était récompensée par un mariage à 150 000 € pour avoir trouvé quelqu'un à épouser, tandis que mes années de travail acharné à construire une entreprise à partir de rien ne méritaient qu'une mention décontractée. La villa au bord du lac s'est vendue rapidement, ai-je dit, en observant attentivement leur visage. Le sourire de ma mère a vacillé pendant une milliseconde avant de se reprendre. Oh, y es-tu allé récemment? J'ai rencontré les nouveaux propriétaires, ai-je dit, en gardant ma voix neutre. Les Lefebvre. Ils semblent gentils. Mes parents ont échangé un regard rapide. Mon père s'est raclé la gorge. Oui, eh bien, les valeurs immobilières dans ce secteur ont vraiment atteint leur apogée. C'était un bon moment pour vendre. Drôle, je ne me souviens pas l'avoir mise en vente. Un autre regard entre eux. Ma mère a ri nerveusement. Audrey, ce n'est vraiment pas le moment ni le lieu pour cette discussion. Nous devrions nous concentrer sur la célébration des fiançailles de Camille. Vous avez raison, ai-je dit en souriant. Nous aurons amplement le temps d'en discuter plus tard. J'ai quitté la fête peu après, incapable de supporter plus longtemps cette mascarade. Dans le taxi pour rentrer, j'ai appelé Sophie et je l'ai mise au courant de tout ce que j'avais appris. Ils te font du gaslighting maintenant, a-t-elle dit, créant un récit où tu as accepté la vente. Cela renforce notre dossier. Cela montre une conscience coupable. Ils semblent penser qu'ils vont s'en tirer, ai-je dit en regardant la skyline de Lyon. Ils n'ont aucune idée de ce qui arrive. Le lendemain matin, j'ai rencontré Sophie à son bureau pour formaliser notre stratégie. Elle avait déjà rédigé un mémoire juridique préliminaire décrivant la vente non autorisée et les documents falsifiés. Voici ce que nous savons, a-t-elle dit, en affichant un document sur son ordinateur. Tes parents ont vendu la propriété pour 375 000 € le 5 juin. Les acheteurs ont payé en espèces, probablement attirés par le prix inférieur au marché. Tes parents ont falsifié ta signature sur plusieurs documents, y compris l'acte de transfert. Ils semblent avoir accédé aux fonds immédiatement, comme en témoigne le calendrier des dépôts sur leur compte et les retraits ultérieurs pour les dépenses de mariage. Comment se sont-ils sortis de là? Ai-je demandé. Ces documents ne nécessitent-ils pas une notariation? C'est notre prochaine piste à explorer. Soit ils ont trouvé un notaire prêt à ignorer la falsification, soit, plus probablement, ils ont également falsifié la signature du notaire. Nous devrons retrouver qui est censé avoir notarié ces documents. J'ai frotté mes tempes, ressentant un mal de tête grandissant. Et les acheteurs? Les Lefebvre. Où se situent-ils légalement? Ce sont des acheteurs de bonne foi, mais malheureusement, ils n'ont pas un titre de propriété clair.
Un acte falsifié ne peut pas transférer la propriété, peu importe l'innocence de l'acheteur. La bonne nouvelle pour eux est qu'ils auront des recours contre tes parents pour fraude. La mauvaise nouvelle pour tout le monde est que ce sera compliqué. Nous avons passé la heure suivante à esquisser notre approche. Sophie allait déposer une injonction d'urgence pour empêcher toute autre transaction financière liée à la propriété. Elle allait également préparer des documents pour signaler la falsification au procureur de la République, bien que nous allions attendre avant de les déposer, après le mariage. Nous devrions également consulter un avocat spécialisé en droit pénal, a suggéré Sophie. Le procureur pourrait vouloir engager des poursuites, même contre ta volonté, une fois que cela sera révélé. Elle m'a mise en contact avec Maître Bernard Valois, un avocat spécialisé en droit pénal qui travaillait occasionnellement avec son cabinet. Il a accepté de nous rencontrer pour déjeuner. C'est un cas clair de fraude, de falsification et de vol, a déclaré Bernard après avoir entendu les détails. Le procureur pourrait absolument engager des poursuites et avec les preuves que tu as, la condamnation serait probable. Tes parents pourraient faire face à des amendes substantielles et potentiellement à des peines de prison. La pensée m'a retourné l'estomac. Y a-t-il un moyen de résoudre cela sans poursuite pénale? Possible, a dit Bernard. S'ils reconnaissent immédiatement ce qu'ils ont fait, rendent tout l'argent et font une restitution, le procureur pourrait être persuadé d'accepter un plaidoyer avec probation plutôt que l'incarcération. Mais cela dépend de nombreux facteurs, y compris la discrétion du procureur et la coopération de tes parents. Au cours de la semaine suivante, j'ai assemblé un dossier complet documentant chaque aspect de la fraude. Madame Moreau a fourni une déclaration écrite sur la conversation qu'elle avait entendue. J'ai obtenu des relevés bancaires montrant le dépôt suspect sur le compte de mes parents. Sophie a localisé le notaire dont le tampon figurait sur les documents, qui a confirmé qu'elle n'avait jamais notarié ses papiers et fournirait une attestation indiquant que son tampon avait été utilisé frauduleusement. Le plus accablant, j'ai trouvé des publications en ligne de Camille sur les dépenses du mariage qui correspondaient directement au retrait du compte de mes parents après la vente de la villa au bord du lac. Dans une publication, elle a partagé des photos de sa robe à 15 000 € le même jour où mes parents ont retiré ce montant exact. Qu'en est-il de l'impact émotionnel? Ai-je demandé à Sophie lors d'une de nos séances de planification. Je veux qu'ils comprennent ce qu'ils m'ont pris. Ce n'était pas seulement une propriété. C'était mon lien avec Papy Gaston, mes souvenirs, mes futurs projets pour cet endroit. C'est pourquoi j'ai suggéré la lettre, a dit Sophie. Les documents juridiques traitent des aspects factuels et financiers. La lettre est l'endroit où tu peux aborder la trahison personnelle. J'ai passé des jours à rédiger, réviser et corriger cette lettre. Comment exprimer adéquatement le sentiment d'avoir ses propres parents volés? Comment transmettre la profondeur de la trahison lorsque les personnes qui devraient vous protéger décident que votre héritage leur appartient? Au final, je suis resté simple et direct. Maman et papa, ce que vous avez fait n'était pas seulement illégal. C'était une profonde trahison de confiance. La villa au bord du lac n'était pas juste une propriété pour moi. C'était mon lien avec Papy Gaston qui me voyait quand le reste de la famille ne le faisait pas. C'était mon sanctuaire quand la vie devenait écrasante. C'était mon avenir, mes projets, mes rêves. Vous m'avez pris cela sans demander. Vous avez falsifié ma signature. Vous avez menti à tout le monde, créant une fiction où j'avais consenti. Vous avez dépensé l'argent pour une journée de célébration pour Camille, en priorisant ses désirs sur mon héritage légitime. Je poursuis toutes les voies légales pour récupérer ce qui m'appartient. Les documents ci-joints décrivent les graves conséquences juridiques de vos actions. Cela aurait pu être évité avec une simple conversation. Au lieu de cela, vous avez choisi la tromperie et le vol. Le mariage de Camille se déroulera comme prévu. Je ne la punirai pas en perturbant sa journée, bien que j'aie de sérieuses questions sur sa connaissance et sa complicité dans ce stratagème. Mais une fois le mariage terminé, il y aura une confrontation. Audrey, à l'approche du mariage, maintenir la mascarade est devenu de plus en plus difficile. Camille envoyait des textos quotidiens avec des mises à jour sur le mariage. Ma mère appelait régulièrement pour des essayages de ma robe de demoiselle d'honneur et des détails du dîner de répétition. Mon père envoyait des emails me demandant si j'avais l'intention de faire un toast à la réception. J'ai répondu à chaque communication avec un minimum d'engagement, invoquant des contraintes de travail si possible. J'ai assisté aux événements pré-mariage nécessaires, y compris le dernier essayage de robe et le dîner de répétition, en maintenant une politesse détachée que plusieurs proches ont commenté.
Tu sembles distante, Audrey. Tout va bien? A demandé mon oncle pendant le dîner de répétition. Juste occupé par le travail, ai-je répondu avec le sourire que j'avais perfectionné au cours des dernières semaines, et un peu fatigué de toute l'excitation du mariage. La nuit avant le mariage, j'ai à peine pu dormir. J'ai revu le plan une dernière fois, assisté au mariage, gardé mon sang-froid, laissé à Camille sa journée. Ensuite, le lendemain matin, Sophie enverrait le paquet juridique à mes parents par courrier, et j'enverrais ma lettre par email. La confrontation commencerait. Alors que je m'endormais enfin, j'ai pensé à Papy Gaston et à ce qu'il dirait de tout cela. Je pouvais presque entendre sa voix. Tiens bon, Audrey. Certaines choses valent la peine de se battre. Le jour du mariage est arrivé avec un temps parfait, comme si même la nature conspirait pour donner à Camille sa journée idéale. La cérémonie était prévue à 16h à la cathédrale de Lyon, la réception devant suivre au château de Montchavin, l'un des lieux les plus exclusifs de la région. Je suis arrivé à l'église tôt pour les photos des demoiselles d'honneur, portant la robe rose pâle que Camille avait choisie. Le photographe nous a placés sur les marches de l'église, nous arrangeant et réarrangeant pour la composition parfaite. Camille se tenait au centre, radieuse dans sa robe française personnalisée avec sa traîne de 4 mètres et ses délicates perles sur lesquelles les artisans avaient passé des centaines d'heures. Tout au long de la séance photo, j'ai maintenu mon sang-froid en cataloguant mentalement les coûts. La robe de Camille, 15 000 €. Coiffure et maquillage professionnel pour le cortège, 3 000 €. Forfait photographe et vidéaste, 15 000 €. Fleurs pour l'église, 8 000 €. Chaque article représentait une autre part de ma propriété volée, un autre souvenir de la villa au bord du lac converti en ornement de mariage éphémère. La cérémonie elle-même était élaborée avec un quatuor à cordes, une chanteuse d'opéra professionnelle et des vœux écrits sur mesure. Camille a pleuré magnifiquement sur commande. Son maquillage est resté parfait. Julien avait l'air beau et soigné dans son smoking de designer. Mes parents rayonnaient depuis le premier rang, les fiers architectes de cette journée parfaite. J'ai accompli mes devoirs de demoiselle d'honneur mécaniquement, tenant le bouquet de Camille lors de l'échange des anneaux, ajustant sa traîne au besoin, souriant pour les photos. À l'intérieur, je ne ressentais rien d'autre qu'une froide détermination à aller jusqu'au bout. Après la cérémonie, les invités ont été transportés au château de Montchavin via une flotte de voitures Citroën DS Vintage. Le domaine avait été transformé avec des milliers de fleurs, des lumières scintillantes et des draperies élégantes. L'heure du cocktail comprenait un bar à fruits de mer, une station de caviar et une fontaine à champagne identique à celle de la fête de fiançailles. J'ai circulé parmi les invités, acceptant les félicitations au nom de ma sœur et éludant les questions sur la villa au bord du lac avec des réponses vagues. Ce fut une décision difficile, disais-je, où, parfois, nous devons faire des sacrifices pour la famille. Le dîner a été servi dans la grande salle du château, où chaque table présentait d'élégants centres de table d'orchidées et de roses. Le menu comprenait du bœuf de Charolles, du homard poché au beurre et des desserts à la feuille d'or. Un groupe de 10 musiciens jouait sur une scène construite sur mesure, et des danseurs professionnels avaient été engagés pour encourager les invités à investir la piste de danse. Pendant les toasts, mon père s'est levé et a levé son verre. À ma belle-fille, Camille, et à son merveilleux nouveau mari, Julien. Ta mère et moi ne pourrions pas être plus fiers. Nous n'avons pas lésiné sur les dépenses pour que cette journée soit parfaite pour vous, car vous ne méritez que le meilleur. La foule a applaudi avec enthousiasme. J'ai pris une longue gorgée de champagne pour éviter d'avoir à sourire. La demoiselle d'honneur de Camille a prononcé un discours touchant sur leur amitié. Et puis le témoin de Julien a partagé des anecdotes amusantes sur le marié. Finalement, Camille elle-même s'est levée, légèrement ivre de champagne. Je tiens juste à remercier tout le monde qui a rendu cette journée possible, a-t-elle dit, la voix épaisse d'émotion. Mes parents incroyables qui m'ont donné tout ce que j'ai jamais voulu. Mon merveilleux nouveau mari que j'aime plus que tout, et ma sœur Audrey qui a fait le plus grand sacrifice de tous. Elle s'est tournée pour me regarder. Je sais à quel point cette villa au bord du lac comptait pour toi, et le fait que tu aies accepté de t'en séparer pour ma journée spéciale signifie plus que je ne peux le dire. La salle a éclaté en applaudissements. J'ai senti des dizaines de regards sur moi, attendant une réponse. J'ai levé légèrement mon verre et j'ai hoché la tête, ne me faisant pas confiance pour parler. Au fur et à mesure que la soirée progressait, l'alcool coulait librement et la piste de danse se remplissait. La coupe du gâteau, la première danse, la danse père-fille,
tout s'est déroulé comme prévu. Je suis resté en périphérie, observant tout avec un intérêt détaché, comme un anthropologue étudiant les rituels d'une culture inconnue. Vers minuit, alors que la fête battait encore son plein, mes parents m'ont coincé près de la table des desserts. « Tu as été silencieuse toute la journée », a dit ma mère, ses mots légèrement enroués par le vin. « Tu ne passes pas un bon moment ? » « C'est un beau mariage », ai-je répondu neutrement. « Le meilleur que l'argent puisse acheter », a dit mon père avec un clin d'œil. « Ou le meilleur que la villa au bord du lac puisse acheter, devrais-je dire. » Il a ri de sa propre blague. « Nous ne t'avons jamais vraiment remercié », a ajouté ma mère, me serrant le bras. « Pour ta compréhension à propos de la maison, c'était vraiment la seule façon de donner à Camille le mariage qu'elle méritait. Je les ai regardés, ces deux personnes qui m'avaient élevé, qui venaient d'admettre avoir volé sur moi aussi facilement que commenter la météo. Un étrange calme s'est installé en moi. « Vous devriez vérifier votre courrier demain », ai-je dit avec un léger sourire. Mon père fronça les sourcils. « Quoi ? Pourquoi ? Juste quelques informations qui, je pense, vous trouverez intéressantes, ai-je dit. Profitez du reste de la soirée. Je suis parti, les laissant confuses. Ce fut le seul moment de satisfaction que j'ai ressenti de toute la journée. Le mariage s'est terminé par un grand feu d'artifice d'adieu alors que Camille et Julien partaient pour leur lune de miel de 3 semaines dans une décapotable Peugeot 504 vintage. Les invités ont lancé des pétales de rose et ont applaudi pendant que la voiture s'éloignait. Mes parents se tenaient bras dessus, bras dessous, semblant épuisés mais triomphants. Je suis retourné à mon appartement et j'ai envoyé un message à Sophie. Mariage terminé. Procédez comme prévu demain. Le lendemain matin, à 9 heures précises, un coursier a livré le paquet juridique au domicile de mes parents. Il contenait la documentation de la falsification, des déclarations de témoins, des relevés bancaires montrant le transfert de fonds corrélant directement avec les dépenses de mariage, et des avis juridiques sur les actions entreprises pour annuler la vente et enquêter sur la fraude. Simultanément, j'ai envoyé ma lettre par email à mes deux parents. À 9h15, mon téléphone a commencé à sonner. D'abord mon père, puis ma mère, puis de nouveau mon père. J'ai laissé chaque appel aller à la messagerie vocale. À 9h30, les textos ont commencé. Qu'est-ce que c'est, Audrey ? Appelez-nous immédiatement. Mon père, il y a eu un terrible malentendu. S'il vous plaît, répondez à votre téléphone, ma mère. Tu ne peux pas nous faire ça, à ta sœur. Nous devons parler. Mon père encore. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Vers midi, d'autres membres de la famille ont commencé à appeler. Apparemment, mes parents avaient commencé à contacter des proches, soit pour obtenir du soutien, soit pour tenter de gérer le récit. Mon téléphone bourdonnait constamment de messages exprimant la confusion, le choc et, dans certains cas, l'indignation en mon nom. À 13h, j'ai reçu un appel d'un numéro international inconnu. C'était Camille qui appelait de sa lune de miel. Qu'est-ce que c'est, Audrey ? Maman et papa sont complètement paniqués. Ils disent que tu leur fais un procès le lendemain de mon mariage. Comment peux-tu être si égoïste ? T'ont-ils dit pourquoi je leur fais un procès ? Ai-je demandé calmement. Quelque chose à propos de la villa au bord du lac. Ils ont dit que tu avais changé d'avis sur l'aide au mariage et que maintenant tu étais vindicative. Camille, ils ont falsifié ma signature et vendu ma maison sans ma permission. Ils m'ont volé pour payer ton mariage. Étais-tu au courant de cela ? Il y a eu une longue pause. Je savais qu'ils utilisaient l'argent de la vente de la villa au bord du lac, a-t-elle finalement dit, sa voix plus petite. Mais ils m'ont dit que tu avais accepté, que tu le faisais comme cadeau de mariage. Et tu as cru que je renoncerais à mon héritage de Papy Gaston pour ta journée de célébration d'un jour ? Ce n'est pas juste un jour, a-t-elle protesté faiblement. C'est mon mariage, mon avenir avec Julien. Ton mariage et ton avenir avec Julien n'ont rien à voir avec le vol de ma propriété, ai-je dit. Si tu n'étais au courant de rien sur la falsification, alors mon problème n'est pas avec toi. Mais si tu as été complice d'une manière ou d'une autre, il y aura aussi des conséquences pour cela. Camille a commencé à pleurer. Tu ruines tout. Nous allons devoir rentrer plus tôt maintenant. Julien est furieux. Je suis désolé que ta lune de miel soit interrompue, ai-je dit, sans aucune pitié. Mais c'est une situation que maman et papa ont créée, pas moi.
Après avoir raccroché, j'ai éteint mon téléphone. J'avais besoin d'espace par rapport au déluge de drame familial. Au lieu de cela, j'ai appelé Sophie depuis ma ligne fixe pour une mise à jour. Tes parents ont contacté mon bureau, a-t-elle rapporté. Ils demandent une réunion en disant qu'ils veulent résoudre cela en famille sans intervention légale. Trop tard pour ça, ai-je dit. Et les Lefebvre? Ils sont, bien sûr, contrariés. Je leur ai expliqué la situation et ils coopèrent au processus pour annuler la vente. Ils demanderont des dommages et intérêts à tes parents pour fraude, mais ils ne te blâment pas. En soirée, j'ai rallumé mon téléphone pour trouver des dizaines d'appels manqués et de messages. Notamment, un texto de mon père. Réunion d'urgence familiale demain à notre maison, 14 h. S'il vous plaît, venez. Nous devons régler cela. J'ai consulté Sophie et Bernard qui m'ont tous deux conseillé de ne pas rencontrer mes parents seuls. Nous avons convenu que Sophie m'accompagnerait en tant que ma représentation légale. Quand nous sommes arrivés chez mes parents le lendemain, j'ai été surprise de trouver non seulement mes parents qui attendaient, mais aussi Camille et Julien, apparemment rentrés tôt de leur lune de miel, le frère de mon père, l'oncle Marc, et la sœur de ma mère, la tante Patricia. Clairement, mes parents avaient appelé des renforts. Mon père a eu l'air choqué quand je suis entré avec Sophie. Qui est-ce? Nous avons dit famille seulement. C'est Sophie Lambert, mon avocate, ai-je dit. Elle vient partout où je vais pour les discussions à ce sujet. Nous n'avons pas besoin d'avocat pour une discussion de famille, a protesté ma mère. Cela a cessé d'être juste une discussion de famille quand vous avez commis une fraude, ai-je répondu. La pièce est tombée dans un silence inconfortable. Camille était assise sur le canapé, pâle et fatiguée, toujours en vêtements de voyage. Julien se tenait derrière elle, le visage crispé par la colère. L'oncle Marc et la tante Patricia échangeaient des regards inquiets. Mon père a tenté une autre approche. Audrey, ma chérie, nous savons que tu es contrariée. Il y a eu un malentendu à propos de la villa au bord du lac. Nous pensions avoir ton consentement implicite. Consentement implicite? Ai-je répété. Vous avez falsifié ma signature sur des documents légaux. Vous avez vendu une propriété qui ne vous appartenait pas. Vous avez pris des centaines de milliers d'euros qui ne vous appartenaient pas. Quelle partie de cela était un malentendu? Nous allions te rembourser, a dit ma mère faiblement. Avec quel argent? Quand y a-t-il eu un plan? Ou espériez-vous juste que je ne le découvre pas avant qu'il ne soit trop tard? Personne n'a répondu. J'ai ouvert mon ordinateur portable et je l'ai connecté à leur télévision. Laissez-moi vous montrer exactement ce qui s'est passé pour qu'il n'y ait plus de place pour les malentendus. Pendant les 30 minutes suivantes, j'ai présenté les preuves que Sophie et moi avions compilées, les documents falsifiés avec ma fausse signature, les relevés bancaires montrant le transfert de fonds corrélant directement avec les dépenses de mariage, la chronologie des événements montrant la tromperie délibérée, la déclaration de Madame Moreau sur la conversation qu'elle avait entendue. La preuve que la signature et le tampon du notaire avaient également été falsifiés. Quand j'ai terminé, la pièce était d'un silence mortel. Camille pleurait ouvertement. Julien avait l'air de vouloir être n'importe où ailleurs. Ma tante et mon oncle semblaient horrifiés. Avez-vous la moindre idée de ce que vous avez fait? Ai-je demandé à mes parents. Pas seulement légalement, mais à notre famille, à notre relation. Vous m'avez volé. Vous avez violé ma confiance de la manière la plus fondamentale possible. Pourquoi? Pour que Camille ait de la dorure sur son gâteau de mariage. Mon père a finalement parlé, la voix éteinte. Nous avons fait une terrible erreur. Nous nous sommes laissés emporter par le désir d'offrir à Camille le mariage qu'elle voulait. Nous nous sommes dit que nous trouverions un moyen de nous rattraper avec toi plus tard. En créant un récit faux où j'avais consenti à vendre, en me faisant du gaslighting et en mentant à toute la famille. Nous avons paniqué, a admis ma mère. Une fois que nous avons commencé sur cette voie, nous ne savions pas comment arrêter. Camille a levé les yeux, le maquillage dégoulinant de larmes. Je ne savais pas qu'ils avaient falsifié ta signature, Audrey. Je jure qu'ils m'ont dit que tu avais accepté d'aider au mariage en vendant la villa au bord du lac. Je pensais que c'était incroyablement généreux, mais pas impossible. Tu as toujours été la plus responsable, celle qui fait des sacrifices. La dernière phrase est restée suspendue dans l'air, révélant involontairement la dynamique familiale qui avait rendu cette situation possible en premier lieu.
J'avais toujours été censé me sacrifier pour Camille. Ce n'était que la version la plus extrême d'un schéma établi il y a longtemps. Que se passe-t-il maintenant? A demandé mon père, en regardant Sophie. Cela dépend en partie d'Audrey, a-t-elle répondu. Le processus juridique pour annuler la vente frauduleuse est déjà en cours. Les Lefebvre devront être indemnisés pour leurs ennuis. Il y aura des pénalités financières et des frais juridiques. Quant aux poursuites pénales, cela dépendra du procureur de la République, bien que les souhaits d'Audrey aient un poids considérable. Tous les regards se sont tournés vers moi. Je veux ma villa en retour, ai-je dit fermement. Je veux chaque centime qui m'a été pris, plus les intérêts et les dommages. Je veux une reconnaissance publique de ce que vous avez fait et des excuses à tous ceux à qui vous avez menti à ce sujet, et je veux que vous suiviez tous les deux une thérapie pour comprendre pourquoi vous pensiez que c'était acceptable. Mes parents ont hoché la tête muettement. Quant aux poursuites pénales, ai-je continué, je ne veux pas vous voir en prison, mais cela ne dépend peut-être pas entièrement de moi. Ce que vous avez fait était un crime, et il peut y avoir des conséquences au-delà de ce que je peux contrôler. L'oncle Marc s'est raclé la gorge. Je n'avais aucune idée que tout cela se passait. Thomas, Elisabeth, qu'aviez-vous en tête? C'est votre fille, votre propre enfant. Nous avons toujours favorisé Camille, a dit ma mère à voix basse. Nous ne voulions pas, mais nous l'avons fait. Elle avait besoin de plus, exigeait plus, et nous avons réagi à cela. Audrey était toujours si capable, si autonome. Nous l'avons tenue pour acquise. Ce n'est pas une excuse pour le vol, ai-je dit. Non, ce n'est pas. Mon père était d'accord. Rien n'excuse ce que nous avons fait. Nous t'avons trahi, Audrey. Nous avons violé ta confiance et nous en sommes tellement désolés. Leurs excuses semblaient à la fois sincères et totalement inadéquates. Le mal était fait. La confiance, une fois brisée à un niveau aussi fondamental, ne pouvait pas être facilement réparée. Nous ferons tout ce qu'il faut pour rectifier cela, a ajouté ma mère. J'ai regardé autour de la pièce ma famille, les voyant avec une nouvelle clarté. Les parents qui avaient toujours privilégié les désirs de Camille sur mes besoins. La sœur qui avait bénéficié de cette dynamique toute sa vie. La famille élargie qui avait observé mais n'était jamais intervenue. Rectifier cela prendra du temps, ai-je dit finalement. Et les choses ne seront jamais plus les mêmes entre nous. C'est le véritable coup de ce que vous avez fait. Alors que Sophie et moi quittions la maison, j'ai ressenti un étrange mélange de vindication et de tristesse. Je m'étais défendu, mais à quel prix? La famille que j'avais connue était irrémédiablement changée. Pourtant, d'une certaine manière, je me sentais aussi plus légère, comme si un fardeau que j'avais porté pendant des années avait enfin été déposé. Les suites juridiques se sont déroulées au cours des 6 mois suivants. La vente de la villa au bord du lac a été invalidée, le tribunal statuant que les documents falsifiés ne pouvaient pas transférer la propriété légale. Les Lefebvre étaient, bien sûr, contrariés, mais ont finalement accepté un règlement qui comprenait toutes leurs dépenses de déménagement, les frais juridiques et des dommages supplémentaires pour les désagréments. Mes parents ont liquidé des investissements et contracté un prêt hypothécaire pour me rembourser la valeur totale de la propriété plus les intérêts et les dommages. Ils ont évité de justesse les poursuites pénales après que le procureur de la République ait accepté un accord qui incluait des services communautaires, une restitution financière et une thérapie obligatoire. La villa au bord du lac est retournée en ma possession, bien qu'avec des complications émotionnelles. La première fois que j'y ai visité après avoir retrouvé ma propriété, je me suis assise sur le ponton pendant des heures, renouant avec la propriété et traitant tout ce qui s'était passé. L'espace semblait différent, en quelque sorte entaché par la trahison, mais toujours fondamentalement mien. J'ai passé cet été à restaurer la villa au bord du lac, à la fois physiquement et spirituellement. J'ai remplacé les serrures et installé un système de sécurité. J'ai repeint les murs, rénové les sols et mis à jour la cuisine qui était restée largement inchangée depuis l'époque de Papy Gaston. Chaque amélioration semblait être une reconquête de l'espace, le rendant à nouveau mien. Ma relation avec ma famille est entrée dans une nouvelle phase. Camille et moi parlions peu, au début, nos conversations maladroites et tendues. Elle avait rendu la plupart des cadeaux de mariage après avoir appris la vérité, bien qu'elle et Julien soient restés mariés. Leur lune de miel avait été écourtée, et le début de conte de fées de leur mariage avait été irrémédiablement terni. Lors d'un de nos rares appels téléphoniques, Camille a finalement posé la question qui la tracassait clairement.
M'aurais-tu aidé au mariage s'il te l'avait demandé directement? Aurais-tu vendu la villa au bord du lac volontairement? J'ai réfléchi attentivement à la question. Non, ai-je dit finalement. La villa au bord du lac n'a jamais été à moi de donner pour un mariage. C'était l'héritage de Papy Gaston, le travail de sa vie. Il me l'a confié spécifiquement parce qu'il savait que je l'appréciais pour ce qu'il était, pas pour ce qu'il pouvait être converti. J'aurais peut-être contribué un peu d'argent à ton mariage, mais la villa n'a jamais été une option. Camille est restée silencieuse un moment. Je pense que j'ai toujours su ça, a-t-elle admis. C'est peut-être pour ça que je n'ai jamais trop douté de leur histoire. Il était plus facile de croire que tu avais accepté que d'affronter la vérité. Mes parents et moi avons établi une distance prudente. Nous parlions une fois par mois, nous nous rencontrions occasionnellement pour de courts repas, mais la familiarité facile avait disparu. Ils ont continué leur thérapie, acceptant progressivement les dégâts qu'ils avaient causés et les schémas qui avaient conduit à leurs actions. Nous avons toujours pensé que nous faisions ce qu'il y avait de mieux pour vous deux, a dit ma mère lors d'une conversation difficile. Camille semblait avoir besoin de plus de soutien, plus d'attention, plus de ressources. Tu étais si capable, si indépendante. Nous nous sommes dit que cela s'équilibrait d'une manière ou d'une autre. Cela ne s'est jamais équilibré, ai-je répondu. Vous avez pris mon indépendance comme une permission de tout donner à Camille. Être autonome est devenu une punition. Mon père a hoché la tête lentement. Nous le voyons maintenant. Nous t'avons échoué, Audrey, pas seulement avec la villa au bord du lac, mais tout au long de ta vie. Nous avons pris ta force pour acquise au lieu de la nourrir. Ces conversations étaient douloureuses mais nécessaires. Elles représentaient les premiers échanges honnêtes que nous ayons jamais eus sur la dynamique familiale qui avait façonné nos vies à tous. 6 mois après le mariage, j'ai organisé une petite réception à la villa au bord du lac restauré. J'ai invité des amis proches qui m'avaient soutenu pendant l'épreuve, ainsi que quelques membres de la famille élargie qui m'avaient contacté avec une réelle préoccupation. Mes parents et Camille n'étaient pas invités, une frontière qui semblait nécessaire à ma guérison. Alors que nous étions assis autour du feu de camp que Papy Gaston avait construit de ses propres mains, regardant le coucher de soleil sur le lac, mon amie Sophie a levé son verre. À Audrey qui nous a tous appris que se défendre n'est pas égoïste. C'est nécessaire. Le simple toast m'a fait monter les larmes aux yeux. Pendant si longtemps, j'avais accepté le récit selon lequel faire passer mes propres besoins en premier était en quelque sorte mal, que le sacrifice était mon rôle désigné dans la famille. Rompre ce schéma avait été douloureux mais essentiel. La villa au bord du lac est devenue mon sanctuaire d'une nouvelle manière. J'ai commencé à y passer un week-end par mois, parfois seul, parfois avec des amis. J'ai établi de nouvelles traditions, de nouveaux souvenirs. J'ai planté un jardin qui a fleuri au printemps, construit un coin lecture dans la véranda, et j'ai appris à naviguer sur le vieux bateau de Papy Gaston que j'avais soigneusement restauré. 1 an après le mariage, Camille et Julien ont accueilli leur premier enfant, une fille qu'ils ont nommée Emma. La naissance a créé une opportunité de réconciliation prudente. Je leur ai rendu visite à l'hôpital, tenant ma toute petite nièce et ressentant les émotions complexes des liens familiaux qui persistent malgré les blessures profondes. Je veux qu'elle connaisse sa tante Audrey, a dit Camille en me regardant bercer le bébé. Je veux qu'elle connaisse la villa au bord du lac et l'héritage de Papy Gaston. Je veux que les choses soient différentes pour elle que pour nous. C'était la chose la plus proche d'une excuse sincère que j'ai reçue de ma sœur, une reconnaissance que les schémas devaient changer pour la prochaine génération. 2 ans après le mariage, j'ai invité mes parents à la villa au bord du lac pour la première fois depuis l'incident. C'était une courte visite, juste un après-midi, mais une étape importante. Ils ont parcouru l'espace rénové avec une émotion visible, notant les changements que j'avais apportés tout en respectant le caractère original de la maison. Gaston serait fier de ce que tu as fait ici, a dit mon père calmement, passant sa main sur les boiseries originales. Il a toujours dit que tu comprenais la valeur de cet endroit d'une manière que le reste d'entre nous n'a jamais fait. Ma mère s'est arrêtée devant la photo encadrée de Papy Gaston que j'avais placée bien en évidence dans le salon. Nous avons perdu de vue ce qui compte, a-t-elle dit. Nous nous sommes laissés emporter par les apparences, les demandes de Camille et nos propres insécurités en tant que parents. Nous avons oublié que certaines choses valent plus que ce que l'argent peut mesurer. Leur visite n'était ni une réconciliation complète ni un pardon total, mais plutôt une reconnaissance que la guérison est un processus, pas un événement. Une certaine confiance pourrait éventuellement être reconstruite,
mais notre relation ne reviendrait jamais à ce qu'elle était auparavant. Peut-être que c'était pour le mieux. La leçon la plus importante que j'ai apprise à travers cette épreuve concerne la nature des limites. Pendant des années, j'avais laissé ma famille profiter de mon indépendance et de ma résilience. J'avais accepté moins tandis que Camille recevait plus, me disant que cela n'avait pas d'importance, que je n'ai pas besoin de leur soutien ou de leur approbation. Mais en faisant cela, j'avais permis le schéma même qui avait finalement conduit au vol de mon héritage. Me défendre n'était pas seulement une question de récupérer la villa au bord du lac. Il s'agissait de me réapproprier ma place dans le récit familial. Il s'agissait de dire clairement, je compte. Mes besoins comptent. Mon héritage compte. Mes limites comptent. 3 ans après le mariage, je me tenais sur le ponton au coucher du soleil, regardant la lumière jouer sur l'eau. La villa au bord du lac m'appartenait à nouveau pleinement en tous sens. Je l'avais défendue, récupérée, restaurée et créé de nouveaux souvenirs entre ses murs. L'héritage de Papy Gaston continuait non seulement dans la structure physique, mais aussi dans la force qu'il avait vue en moi bien avant que je ne la reconnaisse en moi-même. Alors que je me prépare à terminer cette histoire, je veux vous poser une question. Avez-vous jamais dû faire face à des membres de votre famille qui ont franchi des limites importantes? Comment avez-vous géré cela? Et qu'avez-vous appris de cette expérience? J'adorerais connaître vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire vous a parlé, veuillez appuyer sur le bouton j'aime. Abonnez-vous à ma chaîne pour plus d'histoires sur les dynamiques familiales et la croissance personnelle. Et partagez ceci avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre qu'il est normal de protéger ce qui lui appartient légitimement. Merci d'avoir écouté mon parcours et souvenez-vous que parfois les relations les plus importantes que nous devons honorer sont celles avec nous-mêmes.